Oui, la Belgique est deuxième dans le classement de la protection des droits LGBTQIA+ en Europe, mais ça n'empêche pas qu'une personne qui s'écarte de la norme en termes de genre ou d'orientation sexuelle subisse encore des discriminations, des agressions et évolue parfois dans un contexte de peur ou de honte. Vous le savez, c'est le mois des fiertés. Alors comment transforme-t-on ces discriminations en force? On va en parler avec nos invités, trois icônes de la communauté LGBTQIA+, ici à Bruxelles et plus généralement en Belgique. On a la chance d'accueillir Jérôme de Priestre, alias Suzanne from Grindr. Mhm. On vous a vu à la télé pendant de longues semaines dans Drag Race Belgique. Ouais. Vous venez de Flandre à la base et maintenant vous avez émigré à Bruxelles, Jérôme. Et vous allez nous parler un peu de votre vécu, de comment vous utilisez aussi la visibilité que vous avez gagnée avec cette émission de télé-réalité en tant que Suzanne pour transformer toutes ces difficultés en force. Vous allez nous dire si c'est le cas. En face de vous, Victoria Defraigne, bonsoir, merci Bonsoir. d'être avec nous. Autrice, étudiante et puis activiste aussi. Exactement. Vous sortez un livre très bientôt qui s'appelle Les transidentités expliquées à mes parents et tous les autres. Ça dit bien ce que ça veut dire en fait. Vous parlez de votre vécu. Et vous avez l'habitude de déjà vous exprimer sur votre compte Instagram aussi. C'est quoi l'idée de ce compte Instagram? C'est montrer comment c'est d'être une personne trans ici à Bruxelles. Vous êtes née à Bruxelles, hein, C'est vous ça. êtes vraiment bruxelloise. Et puis, vous parlez un peu de votre parcours à vous pour parler des autres aussi. Oui, c'est ça. Le but, c'est finalement de rendre le sujet des transidentités accessible à n'importe qui, parce que parfois on voit qu'il y a des blocages d'accessibilité à l'information, et j'essaye d'outrepasser ces blocages en fait, en vulgarisant un maximum d'informations et en y ajoutant du vécu et du témoignage. Victoria Pia sur Instagram, n'hésitez ça. pas à aller la suivre. Et puis Andy Lorbi in Shingara, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Miss Bear 2023. Et on a la chance de vous avoir comme Miss Bear à Bruxelles parce que c'est une vraie révolution, hein. La communauté Bear, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas la communauté Bear? La communauté bear, à la base, c'était la communauté, comme c'est traduit en français, pour les ours. C'était pour les personnes qui étaient exclues dans la communauté gay par les hommes cis qui tombent dans les normes, c'est-à-dire au niveau physique, qui sont assez minces et qui sont plus acceptés par la société. Cette communauté s'est créée à côté pour ces personnes qui se sentaient rejetées. Et comme c'était Les personnes grosses, plus personnes grosses, grosses, plus grosses, poilues oui. aussi, Oui. avec toute cette image de l'ours. À la base, c'était cette image-là, mais ce qui s'est passé après, c'est que vu qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient rejetées de cette communauté gay, des hommes cis qui tombent dans la norme, la communauté bear a englobé toutes ces personnes-là, c'est-à-dire les personnes queer à l'époque qui n'avaient pas encore ce nom qui était queer. Il y avait aussi les personnes trans, il y avait aussi les hommes trans qui étaient rejetés à l'époque aussi. Donc la communauté bear a été créée en gros pour ces personnes-là qui sont en dehors de cette norme de la société et surtout de la communauté gay. Et vous représentez bien cette inclusivité en tant que personne noire, genre fluide, genre non-binaire. Comment vous qualifiez votre genre? Vos pronoms, c'est il ou elle en tout cas? Mes pronoms, c'est il et elle, et je me définis à aucun genre parce que je me sens pas appartenir à tous ces mots et à tous ces noms qui sont donnés à ces personnes, ce que je respecte bien sûr. Mais moi, personnellement, je me considère comme une personne à part entière. Oui, j'ai des traits féminines et j'adore avoir la barbe, mais j'ai pas envie de me dire que je fais partie de cette non-binarité parce que personnellement, je trouve que la binarité reste même dans cette communauté-là, ce qui ne me convient pas personnellement. Voilà, Andy qui nous en parlera évidemment et qui nous parlera de son travail précieux en tant que bénévole à la Rainbow House. Avant ça, une quatrième personne qui intervient de loin, Drac Cohen, la gagnante de Drag Race Belgique. C'était votre co-finaliste. Ah oui, jusqu'au bout, Jusqu'au bout, Drac Cohen, donc bruxelloise aussi, liégeoise d'origine, qui parle aussi de son vécu. Nous l'avons rencontrée lors d'une représentation, un show playback présenté par Blanquette Lagoulu. C'était à l'Avénerie, à l'espace d'Elvaux, la semaine dernière. Et elle nous explique comment elle transforme ces agressions qu'elle peut vivre en force. Regardez. J'avais juste un croque-top, je passe chercher à boire au night shop et là, clairement, y a quelqu'un qui m'a dit qu'il allait me saigner, me tuer. Je sais plus encore quoi, mais ça faisait peur, quoi. Les agressions,
grosses agressions où on nous dit clairement qu'on va nous saigner et nous tuer, ou micro-agressions qui sont aussi des mégenrages au jour le jour, etc. À chaque fois, il y a une énorme, pour ma part en tout cas, il y a une énorme peur. Je sens que je suis paralysé, une énorme tristesse et en même temps un truc où je suis vénère en fait. Je suis vénère, je comprends pas, c'est tellement quelque chose qui me dépasse. Je peux pas comprendre comment des gens peuvent être aussi trash parce que je porte un crop top, parce que on dirait que moi et mon pote sommes gays. Enfin, ouais, moi je me suis fait cracher dessus en marchant en pleine journée à la bourse, même pas en drague, donc en ayant quand même un cis-passing assez clair, même si je suis non-binaire. Me faire cracher dessus à la gueule, tout le monde part, personne s'est arrêté dans la rue, beaucoup de gens l'ont vu, mais c'était normal en fait. Et ça, j'imagine même pas les femmes trans cis qui sont dans la rue, pour qui la rue est un combat, mais jour le jour. Pour moi, c'est ma petite vengeance que voilà, je me fais cracher dessus à Bourse. Quelques mois, quelques années après, j'étais en train de performer en drague dans la Bourse pour une exposition. C'est ma petite vengeance personnelle d'être à la télé, qu'il y ait des meufs trans maintenant qui sont affichées aux arrêts de bus, Mugler, genre, et que tout le monde est à côté sans savoir que c'est une meuf trans et je suis là genre bien fait pour vous, mais le mieux ce serait encore que cette meuf trans elle puisse avoir pas un cis-passing merveilleux et que la prochaine meuf trans qui est pour Mugler, elle ait des poils partout et une grosse tub qui dépasse de son body en fait. Genre, c'est ça qu'on veut aussi. Et des bourrelets qui dépassent aussi. Enfin, on va vers ça et j'espère qu'on va pas s'arrêter là. On a besoin de plus de représentation. Mais oui, c'est des petites vengeances et une fois que je monte sur scène, c'est ça mon moteur en fait. Genre je sens que quand je suis pas bien, quand la vie c'est de la merde. La vie c'est de la merde et la scène, elle fait passer le goût. Voilà. Notre queen nationale, drag queen, Suzanne, c'est votre co-finaliste et votre amie aussi. Hein. Ma reine queen, ouais. Une copine, mais surtout ma reine. I bow to her. Quand vous entendez son discours, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans ? Oui. La scène, on va voir des images de vous aussi qui performez lors de shows drag, à la fois en tant que Jérôme, à la fois en tant que Suzanne. La scène, c'est une réparation de quelque chose quand on a vécu une enfance en tant qu'un enfant queer, avec un peu de honte, même si on était accepté ou pas. Enfin, quel était votre parcours ? Comment ça s'est passé pour vous ? Pour moi, c'est vraiment... Faire le drag, c'était un peu un échappe de tout ce que j'ai vécu avant. Et surtout un safe space. Alors c'était vraiment l'endroit où tu peux tout essayer, tu peux tout faire ce que tu veux. Il y a le théâtre, il y a le genre que tu peux mixer, tu peux faire ton propre truc, comme vous le voyez. Et pour tout le monde, un petit peu, c'est ça, tu fais pas le drag parce que... c'est chouette, mais c'est toujours un sort de thérapie aussi pour tout le monde. Quoi que tu es drag queer, drag king, drag queen. On l'a besoin dans notre vie, c'est plus important de la nourriture, presque. Ouais, on va dire ça. Ouais. Oui. C'est devenu un vrai besoin. Qu'est-ce que vous avez vécu comme discrimination ? Qu'est-ce que vous vivez encore comme discrimination ? En fait, ce que moi je trouvais très intéressant que Queen disait, c'est que quand elle était crachée dessus à la bourse, qu'elle n'était pas en drague en fait, mais qu'elle était en passing personne cis, c'est parce que moi j'ai aussi l'impression que les incidents que moi j'ai vécu ou que des amis à moi ont vécu, c'était pas nécessairement en drague, parce que j'ai l'impression que les gens, quand ils voient une drag queen dans les rues, ils comprennent qu'en fait c'est un rôle et que c'est quelque chose, tu vois, il y a le maquillage, il y a la tenue, c'est un peu intimidant aussi. Et que les incidents arrivent presque toujours des personnes qui sont visiblement queer, qui sont visiblement expressives queer. Et parce que ça, tu vois, les gens, ils ne comprennent pas. Drag queen, ils comprennent, c'est une actrice, tu vois. Ouais. Et après aussi, comme drag queen, tu as en fait le privilège de rentrer à la maison, d'enlever ton maquillage et après d'être
passing, comme moi je suis aussi assez, moi aussi j'ai le privilège, Ouais. et de sortir et de ne pas être en danger. Alors, il y a vraiment une différence entre ces deux trucs que drag queen, c'est une sorte de protection aussi de maquillage. Mhm. C'est une autre discrimination encore quand on est une personne trans comme vous, Victoria, Ouais. parce que c'est vrai qu'il y a rien à faire, il y a une sorte d'échelle qui s'installe dans les discriminations des personnes LGBTQIA+, encore plus quand on est une personne racisée. Il y a des trucs qu'on vit plus durement, il y a le passing aussi, ce mot qu'on utilise depuis plusieurs fois maintenant, ça veut dire la manière dont on se présente aux autres. Vous pouvez l'expliquer, ce passing? Pour moi, le passing, c'est pas vraiment la manière dont on s'exprime, c'est plutôt la manière dont on est perçu. Parce que c'est une question du regard des autres, le passing. Moi, la manière dont je m'exprime, elle est entre mes mains. Je décide en fait comment je vais m'exprimer et comment je vais orienter mon expression de genre en fonction de ce que j'ai envie, en fait. Mais le passing, il y a vraiment cette notion de c'est une personne qui va nous voir et comment est-ce que cette personne va nous considérer. Et c'est vrai que le passing, pour les personnes trans, c'est une question de sécurité, en fait. Et je pense que Quen le disait très, très justement, que nous, il n'y a pas ce truc de... Enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus complexe parce que nous, c'est vraiment une identité, en fait. C'est pas de la performance. C'est qui on est, c'est comment on se montre. Et en même temps, c'est beau, je pense, pour les communautés trans de voir que le drag prend autant d'ampleur parce qu'on voit que d'une certaine manière, le genre devient fluide, on déconstruit les normes par rapport au genre. Et donc, je pense que ça crée aussi de l'espace pour les personnes trans, pour que les personnes trans soient acceptées. Même si parfois ça peut créer de la confusion, mais ça, peu importe. Je pense que les gens qui sont informés comprennent la différence. C'est ça. Et une personne trans. Exactement. Voilà. Oui, une grande différence. grande différence. Voilà, et oui, en tant que personne trans, la rue, c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de compliqué. On va souvent être face à du mégenrage, donc c'est-à-dire, par exemple, on va parler de moi au masculin. À titre personnel, c'est pas forcément quelque chose qui, moi, va me faire mal, parce que je suis droite dans mes bottes et je sais qui je suis et j'ai besoin de le prouver à personne. Mais il y a une question de sécurité. Et il y a une question de, en fait, quand on se fait mégenrer, ça attire le regard, les personnes autour de nous vont se poser des questions, vont peut-être soit réagir dans le même sens, soit pas réagir. Et bon, bref, il y a toute cette notion de... Puis ça peut renvoyer à des traumas aussi. Alors vous êtes construite d'une certaine manière, mais des traumas de l'enfance, du coming out, du passage aussi, où on est passé d'un genre à un autre. Ça renvoie à des situations de mal-être, en fait. C'est ça, exactement. Ouais, c'est des petites piqûres de rappel pour nous rappeler qu'on n'est pas dans la norme et qu'on nous le fait sentir, quoi. C'est un peu ça, ouais. Et donc, on n'a pas forcément sa place, et c'est ça le problème. Andy, vous êtes là aussi pour parler des fiches de signalement qui sont réalisées au sein de la Rainbow House et qui reprennent justement toutes ces discriminations, ces violences, ces agressions ou ces micro-agressions que subissent les personnes LGBTQIA+. C'est un système qui existe depuis plusieurs mois maintenant à la Rainbow House, et l'idée c'est de créer un petit peu une carte d'identité de ce qui se passe. On le voit sur le site internet, il y a un numéro de téléphone, il y a une adresse mail, on peut appeler la Rainbow House et dire voilà, j'ai vécu une agression, je voudrais vous en parler, racontez-nous. Alors, ce projet existe déjà grâce à la région de Bruxelles-Capitale via Equal Bruxelles. Et ça a été impulsé par la ministre, la secrétaire d'État au logement et à l'égalité des chances, Nawal Benamou. Et c'est un projet qui est vraiment très nécessaire parce que, comme vous le disiez avant, ces micro-agressions commencent à devenir pénibles et c'est des choses qui commencent à être très, très vécues. Et le fait que ça soit banalisé, le fait qu'il n'y a pas d'écoute, le fait qu'il n'y ait pas d'endroit safe pour que ces personnes-là aillent en parler, c'est pour cela que ce projet a été mis en place, de un. Et de deux aussi, c'est pour faire avancer ces choses, visibiliser ces discriminations, visibiliser ces personnes qui vivent ça, je pourrais même dire au quotidien, parce qu'il y en a pas mal qui ont déjà de un, peur d'aller à la police, parce qu'ils ne se sentent pas safe et parce que, par exemple, ils ne veulent pas encore subir d'autres violences via, par exemple, être mégenré. Quand tu arrives et que tu es une personne trans et qu'on te mégenre. Et ces personnes-là, à un certain moment, ils en ont eu marre. Et le projet est là pour mettre cet espace-là
et pour que ces personnes viennent pouvoir s'exprimer, pouvoir extérioriser ça. Et ce que la Rainbow House et le projet Signalement met en place, c'est surtout la réorientation, leur renvoyer vers des psychologues pour des suivis s'ils en ont besoin, leur renvoyer vers des médecins s'ils ont subi des agressions physiques qui sont friendly et qu'ils puissent être écoutés et être soignés comme il le faut, surtout sans avoir ce mur de que c'est une personne trans, c'est une personne non-binaire. Donc, je vais lui fournir des soins, mais en ayant cette idée-là. Donc, le fait qu'il y ait cette réorientation et qu'il existe cette liste qui a été travaillée par moi-même et par une de mes collègues à l'époque, il n'y a pas longtemps, il y a eu un travail de fou pour qu'on ait cet espace qui est safe, pour que ces personnes-là puissent se sentir écoutées surtout. Donc c'est un espace d'écoute, ça a un objectif collectif d'abord de récolte de données, de voir un peu où on en est dans les discriminations, les violences qui existent. C'est où les discriminations? Je vous regarde tous autour de la table. C'est au sein de la famille, à l'école, au travail. Tout partout. C'est partout tout le temps. C'est partout. C'est surtout partout et c'est dans les écoles comme vous venez de le dire. C'est aussi dans la rue, dans la vie de tous les jours. Et aussi, j'insiste sur ça, c'est que c'est banaliser une micro-agression et banaliser le fait qu'on te lance dans la rue, PD, sale guine ou je sais pas quoi, peu importe comme insulte, ça peut se passer une fois et quand ça continue, ça réveille des traumas, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est des choses qui restent en continu. Et le fait de ne pas pouvoir en parler, le fait de ne pas avoir une personne ou cette communauté à avoir à l'écoute, parce que notre communauté, on va pas se mentir, elle n'est pas soudée non plus. Donc, il faut cet espace-là, il faut que ça soit mis en place pour ces personnes-là et ne pas les laisser à côté. Bon, c'est surtout ça, oui. Mais c'est dangereux de banaliser parce que tu vas le minimaliser toi-même. C'est ça. Et tu vas essayer d'oublier et dire voilà, c'était pas grand-chose, c'est rien. Mais en fait, ça reste une expérience traumatique qui reste dans ton corps. Et c'est ça, à chaque fois quand ça revient, il y a ton corps en fait qui réagit, tu es tout de suite complètement bloqué et tu te réalises en fait que ça disparaît jamais. Ça reste toujours chez toi. Et alors il y a les agressions verbales et physiques qui sont graves, les viols qui arrivent aussi et qui sont repris dans ces signalements. En discutant avec une de vos collègues, on a essayé d'établir un petit peu ce qu'on retrouvait. On voit qu'il y a des catégories différentes en fonction de la personne qui vient s'adresser. Est-ce que c'est une femme qui a des rapports sexuels et relationnels avec d'autres femmes? Est-ce que c'est un homme qui a des rapports avec d'autres hommes? Est-ce que c'est une femme trans racisée qui plus est, qui subit encore plus de violences? Des personnes non binaires aussi, eux, qui sont particulièrement touchées au sein du travail. On ne veut pas engager des personnes non binaires parce que comment on va le définir, c'est un peu compliqué pour nous. On a notre parité homme-femme, machin. Donc il y a plein de sortes de violences et ça permet aussi alors pas outrepasser les plaintes à la police, mais c'est un premier endroit pour déposer quand on n'est pas à l'aise avec la police, comme vous le disiez tout à l'heure, Andy. Oui, c'est ça. Et nous, comme je disais, l'une des choses, c'est un projet qui est quantitatif, c'est pour relever ces données. Et aussi, la base aussi, c'est la réorientation. C'est le fait de mettre à l'aise ces personnes et déjà, je ne vais pas dire qu'on va commencer à mettre des balances sur quel type d'agression ou quoi, mais on prend la personne en entière. Donc, que ça soit une petite agression verbale ou un viol, ça reste une agression. Chaque agression a un impact sur la personne, peu importe comment ça se passe. Et aussi, vu qu'il faut parfois les réorienter pour qu'il y ait un suivi, on essaie d'avoir des contacts avec la police, par exemple, avec la Rainbow Cup, qui, via la SBL Inclusion, fait faire des formations aux policiers pour qu'ils aient plus de connaissances sur la communauté LGBTQIA+. Donc ça, c'est important aussi. La Rainbow House travaille avec la police pour que la police devienne enfin un lieu safe pour les personnes LGBTQIA+, et qu'on puisse venir déposer. C'est pas gagné. Victoria, je pense que vous le savez, c'est pas gagné. On sait que l'institution policière est parfois rétrograde sur ces questions-là, et du coup c'est vrai que quand on arrive déjà avec une agression qu'on vient de subir, faire face à des agressions possibles, c'est compliqué parce que c'est ça aussi être LGBT. Je vous regarde vous, Jérôme, c'est aussi que quand on sait qu'on a grandi avec une différence dont on a dû se cacher tout un temps, ça dépend du parcours de chacun, chacune.
Parfois on s'efface face à des situations compliquées, il faut se positionner, le dire, pas dire, être considéré comme ou ne pas. C'est ça aussi les micro-agressions, c'est peut-être entendre, ah ben tiens, il est pédé, il est ceci, il est cela. Oui, pour moi, en fait, j'ai changé ça en disant, en pensant que tout le monde le sait de moi. C'est pas... moi, j'ai un peu appris d'être... En fait, j'ai fait mon coming out très tôt. Alors, très tôt, j'ai tout de suite assumé, en fait, que tout le monde le savait. Et ça m'a aidé quand même, parce que, comme ça, j'avais plus de liberté de m'exprimer comment je voulais, parce que j'avais... C'est pas que j'avais pas peur, mais je voulais juste plus me cacher, parce que je voulais que les gens, ils me demandaient pas, parce qu'ils voyaient déjà de moi, alors. Ça, c'était une façon de vraiment de grandir dans mon queerness, comme on dit. Et ouais, voilà, ça m'a aidé beaucoup. Mais bon, c'est pas pour tout le monde que c'est évident, surtout parce que je sais que j'ai d'autres privilèges. Hein, parce que je suis seulement quelqu'un queer, mais j'ai beaucoup d'autres privilèges, alors... Ouais, il y a ce fameux passing, un homme blanc, gay. Exactement. Vous avez grandi ici en Belgique. Oui, avec une famille qui vous a soutenu. Qui me supporte aussi, alors ça fait de grandes différences en fait. Ouais, complètement. Victoria, en tant que personne trans, les micro-agressions auxquelles on fait le plus face, c'est quoi? Il y a le mégenrage dont on a beaucoup parlé. Ouais, il y a le mégenrage, mais en fait, il y a une étape qui va plus loin que le mégenrage, c'est l'espèce de questionnement. Moi, je pense que c'est ça qui m'affecte le plus et c'est ça qui me vient en tête avec toute la discussion qu'on a là maintenant. C'est vraiment ces moments où dans la rue, j'ai une personne qui va venir m'interpeller pour X raisons et qui après va me poser la question, est-ce que tu es un homme ou une femme? Et c'est une question déjà à laquelle moi, j'ai pas envie de répondre parce que qu'est-ce que ça change que je sois un homme ou une femme? Concrètement, qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on va me traiter différemment que je sois un homme ou une femme? Là, il y a déjà un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que en fait, souvent dans ce genre de moment, je suis très seul et c'est vraiment une réaction de fight or flight, comme on dit en anglais. C'est vraiment soit tu combats, soit tu fuis. Et il n'y a pas d'entre-deux. Et donc, c'est vraiment toujours des situations où on est un peu laissé à nous-mêmes, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, il n'y a pas de bonne réponse. Et parfois, c'est dur de trouver un échappatoire à ces situations-là. Et qui après sont vraiment ancrés dans notre corps, comme vous disiez, vraiment c'est un sentiment, une réponse traumatique en fait, ouais, c'est ça. Ça c'est vraiment, pour moi c'est le type de micro-agressions qui sont les plus violentes. On arrive à la fin de cette émission, malheureusement. Votre livre, La transidentité expliquée à mes parents et tous les autres, comment l'ont pris vos parents, par exemple, déjà au moment de l'annonce du coming out. Du livre. Ah, du livre. Ouais. Mes parents sont encore tous les deux très curieux parce que ni ma maman ni mon papa ont vraiment eu accès à ce que j'ai écrit. Donc ça reste encore une surprise, un mystère pour elle et eux. Vraiment, il y a encore très peu de personnes qui ont eu accès à mes écrits, donc ça va être assez intense, assez exposant au final, mais je pense que tous les deux me font confiance pour avoir dit des choses les plus bienveillantes et les plus belles possibles. Andy, on vous retrouve lors du défilé de la Pride, la grande parade, c'est ce samedi. Vous participez évidemment au char avec toute la team des Bers. J'aurai le privilège d'être devant en tant que Miss Bear avec Mr. Bear Belgique 2023. J'ai pas encore ma tenue malheureusement, mais j'espère que ça sera arrangé avant la fin de la semaine. Et venez, vous êtes les bienvenus. C'est le jour où il faut revendiquer nos droits. Il faut pas oublier que la Pride à la base c'était pour qu'on puisse savoir que nous existions et que nous avons des droits en tant que personne. Donc c'est un moment de fête, mais c'est un moment de revendication. Et comme le thème de cette année c'est Protect the Protest, on a besoin de cette protection, on est là, on existe et venez nous soutenir. Ouais. Ce sera ce samedi donc. Et puis Suzanne from Grindr qui animera un petit peu le côté du Crazy Circle pour un événement un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Exactement, en fait c'est un peu un événement complémentaire sur la Pride. C'est un peu en dehors, c'est vraiment avec elle-même. Pride non officielle. Une Pride non officielle, c'est vrai, un peu Pride très queer. Ça s'appelle aussi Back to the Roots, parce que ça veut aussi parler de, ça vient d'où la Pride,
on est où là maintenant sur la Pride, quelle direction doit la Pride prendre. Et je présente ça toute la journée avec Blanquette Lagoulu. Qu'on connaît bien, BX. Qu'on connaît bien, voilà. Et on essaie vraiment de mettre en avant des artistes qui ne sont pas toujours bookés sur les grands événements de Pride. Ouais, parce qu'il y a cette question sur la Pride, hein, c'est un rendez-vous important, vous l'avez dit, et puis c'est un rendez-vous parfois qui fait peur parce que c'est repris par de grandes machines commerciales, de grands partis politiques qui parfois bafouent les droits LGBTQIA+, Victoria Pia. Vous présentez le lancement de la Pride officiellement, ce sera vous Je qui lancez serai la présentatrice de la scène du Monde des Arts à la Pride ce samedi, effectivement. Et donc, je travaille en étroite collaboration avec les Coupoles et Visit Brussels. Et donc, effectivement, le sujet de la récupération politique de certains partis ou de l'espèce de pinkwashing de par certaines entreprises est effectivement sur la table. Et c'est des grosses conversations qui sont très complexes parce qu'il y a beaucoup d'implications aussi dans tous les sens. Mais effectivement, je lancerai cette Pride ce samedi à la scène du Monde des Arts et j'en suis très fier. Donc on vous retrouve samedi, on vous retrouve sur les réseaux aussi, Suzanne from Grindr, Victoria Pia et puis Andy Miss Bear 2023. Allez les suivre, ce sont des icônes bruxelloises, LGBT. Bruxellois, ça y est, vous êtes bruxellois. Théoriquement, oui, quand je suis Bruxelles. Merci d'avoir été nos invités. Bonne semaine de la Pride et puis surtout repartez à vos activités. Je sais que vous avez plein de trucs à préparer. Merci. Oui.